Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Vous n'en croirez peut-être pas vos yeux. Là. Ça, c'est une histoire. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est une joke, là, cette affaire-là. C'est l'histoire d'un homme qui vit illégalement au Canada, en Ontario. Il est arrivé en 1997, donc je vous fais la petite histoire. Il a un permis de travail temporaire. Et là, 4 ans plus tard, donc on est au début des années 2000, ce permis-là n'est plus valide. Et là, pendant 20 ans, va travailler au noir et faire une demande d'aide sociale en Ontario. Ça va lui être refusé, va aller en appel et ça va lui être accepté, finalement, autorisé par un tribunal en Ontario. Doug Ford réagit, premier ministre de l'Ontario, dans les dernières heures. Il est choqué. Il se dit, ben là, il faut peut-être changer la loi, ça n'a pas de bon sens. On parle quand même de quelqu'un qui a payé pas d'impôts pendant 20 ans. Illégal. Il n'a pas ses papiers. Et il réussit quand même à obtenir de l'aide sociale. On va en parler avec Maître Joël Étienne, avocat spécialisé en immigration. Il travaille en Ontario, d'ailleurs. Bonjour, Monsieur Étienne. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai bien décrit l'histoire? Oui, mais il s'agirait que j'ai entendu dire que Doug Ford allait prendre l'avion provincial là, qu'il allait acheter pour aller amener monsieur chez lui dans son pays d'origine. Mais c'est peut-être une rumeur, là, je ne sais pas. Mon Dieu. Oui, vous êtes là. OK, excusez-moi, je voyais. Mais non, je sais, en plus, vous avez de l'humour. Vous avez de l'humour. Je dis, bon, ça y est, il est parti. Non, il y a de l'humour, mais peut-être qu'on rit moins parce qu'on se pose quand même des vraies questions là-dessus. Là. Comment une histoire pareille, c'est possible aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, l'histoire est véridique, les faits sont véridiques, mais c'est un accro. C'est vraiment le bonhomme en question. Il a gagné la loterie dans un tribunal provincial en termes de pouvoir recevoir des bénéfices au milieu social. Mais le système d'immigration en complet et en entier est fabriqué pour empêcher les gens de recevoir des bénéfices provinciaux comme le bien-être social. Et puis, donc, c'est pas une décision du fédéral, là. C'est pas l'immigration. Oui. C'est le tribunal provincial. Et ce qui s'est passé ici, c'est que c'était au gouvernement de montrer la personne qui prenait des décisions là, au niveau provincial que la personne avait un ordre de déportation. Et dès l'instant où on montre cet ordre de déportation, la personne est inéligible pour recevoir le bien-être social. Et donc, c'est carrément une erreur administrative qui a fait en sorte que cette personne a reçu gain de cause. C'est un manque de preuves. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre système d'immigration, si vous êtes ici sans papier, vous avez automatiquement un ordre de déportation. Alors, il y a personne vraiment qui se qualifie de cette matière, de cette façon-là. Et puis, si vous êtes ici illégal et que vous voulez avoir vos papiers, la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'aller recevoir le bien-être social parce que cette information-là provinciale est acheminée au fédéral et ça empêche les personnes de gagner, par exemple, une demande humanitaire. Donc, même si vous voulez nettoyer votre illégalité et recevoir vos papiers, la dernière chose à faire, c'est aller chercher le bien-être social. Ben, en même temps, oui. Oui, non, mais vous dites ça, puis lui, il a fait la pire des affaires, puis il est quand même gagnant. Là. Il réussit à obtenir l'aide sociale. Il est gagnant aujourd'hui, mais je veux dire, si j'étais son avocat d'immigration, je dirais que c'est vraiment pas une bonne idée, parce que la seule façon pour une personne sans papier de se qualifier et de ne pas se faire déporter, c'est de gagner une demande humanitaire. Et pour gagner une demande humanitaire, il faut montrer qu'on est établi et qu'on n'est pas dans les mains du système social. Donc, okay. Pour lui, là, je veux dire, à vitam aeternam, là, ça va pas durer cette histoire-là non plus. Mm-hmm. Mais en même temps, est-ce que cette décision aujourd'hui, ça va créer un précédent pour la suite des choses pour d'autres personnes qui pourraient se trouver en situation irrégulière ou même illégale? Là? Je sais que c'est un terme qui est débattu. Il ne faut pas dire qu'ils sont en situation, mais c'est ça, oui, illégal. Vous avez, par exemple, un avis d'expulsion et vous restez sur le territoire. Est-ce que ça pourrait créer cette jurisprudence-là? Ça pourrait créer un précédent? Non, impossible parce que c'est pas une décision de la Cour fédérale, c'est pas une décision d'une Cour supérieure, c'est un tribunal administratif. La réglementation provinciale est très stricte. Si vous avez un ordre de déportation, vous pouvez pas vous qualifier. Donc, j'imagine pas de précédent. Mais écoutez, est-ce qu'il existe une situation triste et honnête où une personne devrait pouvoir recevoir des bénéfices sociaux provinciaux? Même si la personne est illégale au Canada, imaginez-vous, je ne sais pas moi, ce monsieur-là, s'il avait eu un accident de travail qui aurait été la faute de l'employeur, puis maintenant il a le dos cassé, puis il ne peut plus travailler, est-ce qu'il n'y aurait pas une légitimité quand même, après avoir fait 20 ans,
oui, il paye pas d'impôt de salaire par rapport à ses salaires, mais il paye la TPS, il paye ce qu'il achète, il paye son loyer. Il a rendu une compagnie riche en travaillant pour une compagnie. Est-ce qu'on peut imaginer une situation où il n'y aurait pas vraiment quelque chose de triste à dire de ne pas pouvoir recevoir des bénéfices sociaux dans une situation pareille, je dirais analogue? Parce que c'est vraiment ça le cas. Il y a des situations tristes où des gens ne peuvent pas se qualifier. Ils souffrent vraiment parce qu'ils ne peuvent pas se qualifier. Oui, mais là, c'est ça quelqu'un qui a travaillé au noir là, pendant 20 ans. Là, donc, c'est ça qui est un peu frappant dans ce cas-là. Moi, je lisais l'article parce que c'est sorti dans le National Post, cette histoire-là. Et la personne en question évoquait le fait, là, devant les tribunaux, qu'elle a un sentiment d'attachement au Canada. Elle est ici depuis 1997. Elle n'a pas ses papiers, mais elle est quand même intégrée ici. Ça, M. Étienne, est-ce que c'est pas l'espèce de zone un peu malaisante où, dans laquelle vont jouer beaucoup de gens qui n'ont pas leurs papiers, de dire, regardez, je suis ici sur le territoire, je suis intégré, ma vie est ici, mes enfants sont ici. Ça, devant des tribunaux, là, c'est émouvant et on peut passer une décision dans ce sens-là. Je veux dire, c'est une question très, très appropriée parce que pendant des années, le Canada avait soit tous les quelques années une sorte d'amnistie où administrativement parlant, le ministère donnait gain de cause à des milliers de demandes humanitaires pour essayer de régulariser les gens, parce qu'évidemment c'est ça, on travaille au noir, on ne paie pas les impôts de façon correcte, mais on est aussi à risque d'accident de travail, à risque, je veux dire, en tant qu'individu, sans avoir la protection du système. Et le plus gros fléau, c'est ce que vous avez au sud de nous, là, aux États-Unis. Vous avez des millions de gens qui sont vraiment d'une classe esclavagisée parce que ils sont là depuis une génération, 2 générations sans papier. Et puis là, c'est 2 sociétés dans une même société. Et c'est vraiment ça le problème. Et je peux vous dire une chose. M. Carney, il a coupé les ponts d'immigration il y a à peu près en début de mandat. Et il y a des milliers de gens au Canada qui vont être ici, qui normalement auraient eu leur papier comme étudiants ou comme travailleurs autonomes ou travailleurs. Et puis, ces gens-là vont être maintenant sans papier. Et vous allez avoir, ça ne va pas être seulement le cas de ce monsieur-là, ça va être des milliers, peut-être des centaines de milliers de gens qui vont être ici au Canada sans papier, en attendant avec l'espoir que quelque chose allait pouvoir se passer. Le pire dans tout ça, c'est que ce sont des gens qui sont venus au Canada avec des papiers temporaires, comme étudiants, mais des papiers qui avaient avec la promesse d'être régularisés. Donc, comme étudiants, qui allaient devenir résidents permanents, comme travailleurs, qui allaient devenir résidents permanents, parce que, je veux dire, quand ils sont rentrés en se qualifiant. Et c'est un revirement que le gouvernement Carney a fait par rapport à ces gens-là. Ouais. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une pression quand même, tu sais, quand on regarde, exemple, en Europe, avec toute la question des droits de l'homme, il y a quand même, ils sont tenus là, vraiment de dire, OK, vous allez aider les personnes en situation irrégulière, donc de donner des allocations, même si on est une espèce d'en attente de statut. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pression-là au Canada en vertu de ces grands principes? Le Canada, à la différence de l'Europe, a vraiment le bénéfice du territoire. Je veux dire, un océan d'un côté, un océan de l'autre, la frontière américaine. Les réfugiés nous viennent à 90% à travers les États-Unis. Et donc, dans la mesure où on décide de fermer la frontière, on décide la frontière. Quand on a un gouvernement un peu plus gauchiste qui veut la réouvrir, on la réouvre. Mais vraiment, on contrôle ces entrées régulières que les Européens ne peuvent pas empêcher, comme les Syriens, les Iraniens, etc., qui peuvent marcher jusqu'en Allemagne. C'est pas vraiment un problème canadien. Bien, en fait, là-dessus, je sais pas si c'est pas un problème canadien. Moi, j'ai l'impression que ça l'est un peu. Vous avez mentionné tantôt qu'il y a cette pression-là qui monte aussi avec les États-Unis, le changement de paradigme. Il y a des personnes qui arrivent maintenant sur le territoire sur une base de touristes. T'sais, ils arrivent avec un visa touristique et ensuite, ils vont faire une demande. On a vu qu'il y a eu un changement. Quand il y a eu la fermeture du chemin Roxham, finalement, il y a des personnes qui arrivent via les aéroports maintenant et qui font des demandes pour, soit de réfugiés ou autre demande. Est-ce qu'on se retrouve pas finalement? La situation, elle est en train de changer quand même, là. Écoutez, c'est beaucoup plus difficile de rentrer à travers l'aéroport que de rentrer à la frontière terrestre. Je crois qu'on voit ça beaucoup avec les Mexicains.
Mais il faut vous dire qu'il y a beaucoup de politique avec le Mexique puis le Canada ces jours-ci. On essaie d'être alliés avec eux parce qu'on veut essayer de faire rapport de force avec la Maison-Blanche, ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus laxiste avec avec les visas. Même quand il faut des visas avec le Mexique, ça est beaucoup moins formel qu'on l'a déjà été. Mais quand on veut resserrer la vis, moi je me rappelle, il y a à peu près 15 ans, je crois qu'on a reçu 10 000 Mexicains à travers la frontière terrestre en quelques semaines. Je veux dire, et puis on avait coupé tous les ponts après ça. Je veux dire, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand le gouvernement veut couper les entrées à travers les aéroports pour les réfugiés, à travers le système de visa, etc., ils sont très capables de le faire. Oui, c'est ça. Donc, diriez-vous qu'il y a un peu d'idéologie, là-dedans, dans le sens qu'ils ne font pas nécessairement, là. Vous le dites, quand on veut, on peut, ben c'est pas ce qui se passe, là. Non, c'est pas ce qui se passe, mais ça c'est un rapport de force. C'est jouer avec Madame la présidente du Mexique, puis c'est un rapport de force pour jouer avec la Maison Blanche. Ce sont des gens pris dans la géopolitique internationale. Oui, puis nous, on est des tout petites personnes. On pense qu'on a le contrôle sur des affaires-là, mais on est bien naïfs. Merci beaucoup, Merci, Joël Étienne, avocat Étienne. spécialisé en immigration. Merci. Karima, il y avait de l'humour, en tout cas. Oui, il y avait de l'humour. Ouais, il nous a surpris avec sa première blague. Oui, Écoute, il y a eu un petit délai, mais oui. En matière d'immigration, le mot est grave peut-être, ou peut-être un peu gênant, mais le Canada est cocu pour moi. Pour moi, c'est une situation de cocu. La question des garderies subventionnées pour les demandeurs d'asile sans permis de travail, moi, ça m'a marqué cette affaire-là. On se rappelle, au Québec, il y avait des demandeurs d'asile qui travaillent, qui paient des impôts et qui voulaient une place en garderie subventionnée. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le contrat social, c'est tu payes des impôts et tu as accès aux services sociaux. Je vois pas le problème. Sinon, c'est un mensonge que tu fais aux gens. Mais ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de permis de travail ont réussi à obtenir en raison d'une décision de la Cour suprême, le droit de pouvoir envoyer leurs enfants dans une garderie subventionnée. Je veux dire, c'est peut-être le seul endroit dans le monde où c'est possible. La question des réfugiés qui rentraient sans cesse. On avait un manque de logement, pas la possibilité d'offrir des services sociaux. C'est pas grave, on fait rentrer les gens, on leur permet d'avoir accès à des soins avant des citoyens, des gens qui paient des impôts. Je te parlais avant qu'on entre en onde de la Place du Puy, ça c'est un cas. Je veux dire, ça a été oublié, mais Place du Puy fut, il y a quelques années, un endroit où on hébergeait des itinérants. Et il y avait beaucoup moins d'itinérance à Montréal d'ailleurs, parce que Place du Puy, au coin de Saint-Hubert et Sainte-Catherine, il y a des chambres d'hôtel, on hébergeait des itinérants. Il y a eu Roxham, on a pris les itinérants, on les a foutus dans la rue et on a rempli Place du Puy de réfugiés. Donc, en fait, pour aider les pauvres des autres et les démunis des autres, on met nos démunis dehors dans la rue. Donc ça, c'est le Canada. Ça, c'est le Canada en matière d'immigration. Cocu content. Bien, en fait, c'est une question d'idéologie, là. C'est pas cocu content, c'est qu'on veut ça. Le Canada veut ça. Comme le cocu. Comme le cocu content. Enfin, oui, peut-être, là, mais je veux dire, c'est ça. Le Canada veut ça, on impose ça, et ensuite, tu as cette idéologie où on va même culpabiliser ce que tu viens de dire là. On va dire, tu vois, le méchant Rémi, il n'y a pas de cette question d'humanité-là, il ne comprend pas les enjeux. Non, je pense qu'il y a une question d'idéologie là-dedans. Et les lobbies qui sont pros sur ce type d'enjeux-là, ils sont très, très vocables, ou enfin, on les entend beaucoup. Et de l'autre côté, ça fait partie un peu de cet ADN-là. Et c'est pour ça que je mentionnais à notre avocat en disant, écoutez, là, l'affaire de Roxham, il y avait quelle belle hypocrisie. C'était vraiment l'hypocrisie totale. C'est qu'on a fermé Roxham, mais finalement, on a allégé les conditions d'entrée. Donc, tu peux arriver, exemple, dans des aéroports. Tu es arrivé avec un visa de touriste, puis là, tout de suite, tu rentres, puis là, tu dis, là, je fais une demande de réfugié, je suis persécuté dans mon pays. Puis moi, sur l'asile comme tel, si tu es un réfugié, effectivement, là, que tu fuis, il y a des enjeux tu sais, ta vie est menacée parce que tu es un réfugié politique, que tu t'exprimes. Évidemment, ça a été fait pour ça. Tu sais, quand on parle de réfugiés politiques, c'était fait pour une minorité qui était persécutée. Mais l'élargissement de cette définition, moi, je l'ai constaté beaucoup en Europe. Là, il y a des grands débats là-dessus. Il y a comme un dévoiement de cette idée d'être réfugié politique à être finalement un peu réfugié économique parce que tu trouves que dans ton pays, c'est peut-être moins avantageux. Tu décides de faire ta vie ailleurs. Je ne questionne pas cette idée de vouloir changer de vie, de vouloir s'implanter ailleurs dans un autre pays. C'est pas ça le point. Mais est-ce que tu es un réfugié?
sur la convention là, en termes de réfugiés. Non, c'est pas ces critères-là. Puis aujourd'hui, on a élargi ce critère de c'est quoi être un réfugié et tu te retrouves dans des situations qu'on a vues au cours des dernières années et le Canada est extrêmement complaisant. Puis ensuite, quand tu veux augmenter un peu les critères, ben, il y a toutes sortes de lois aussi à l'international et la pression, quand j'ai mentionné en Europe, sur la Convention des droits de l'homme, bien là, on va dire oui, mais là, tu peux pas avoir un traitement inhumain, il faut que tu aides. Donc, évidemment, qu'est-ce que tu penses qui arrive? On n'est pas... on est humain, donc oui, la personne, si elle tombe malade, ben, tu vas l'accueillir, tu vas la soigner. Si elle a besoin d'un logement, tu vas dire, bon, on va pas la laisser comme ça. Donc, tu te retrouves dans ces situations-là. Si, à la base, on avait réglé la question des frontières, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui, beaucoup d'hypocrisie. Puis, je veux juste rappeler une petite affaire, là. Si, par exemple, vous fuyez, dites-vous, vous arrivez aux frontières, puis vous dites, moi, je viens d'un pays où les homosexuels sont persécutés. On va vous accepter. On va ensuite étudier votre demande. Comment vous faites pour démontrer ou pas que la personne est vraiment homosexuelle? Je veux dire, vous réalisez-vous à quel point c'est plus ce que c'était là? Avant, les réfugiés, on fuyait une guerre, c'était documenter la guerre, on était capable de savoir que si vous étiez dans un camp qui était persécuté là-bas, vous arriviez. Aujourd'hui, c'est vraiment le free-for-all. Là. C'est le free-for-all.